Voilà, vive le mois de mars, vive le mois de la femme. Fidèles téléspectateurs, bienvenue à Bossolo Entrepreneuriat. Cette fois-ci, c'est un numéro spécial parce que nous allons vraiment recevoir de femmes sur ces plateaux. Mais pourquoi seulement le femme? Parce que nous nous sommes dit, il est grand temps de redonner le vrai sens à ce mot féminin et aussi redonner le vrai sens à cet être cher, cette créature du 8e jour que j'ai l'habitude de dire, parce que après que Dieu ait créé toutes ces créatures, la femme est venue en dernière position. Alors c'est vraiment un être sur lequel Dieu a misé beaucoup de son intelligence, de sa sagesse, mais pourquoi ne pas parler aussi de la compétence? Voilà, sinon sur ces plateaux ce matin, fidèles téléspectateurs, je ne suis pas seule, je suis avec une femme entrepreneur. Elle vit à cheval entre la RDC et le Canada. C'est une femme qui émerge bien, qui évolue très bien et c'est parmi ces rares dames qui boostent l'économie de la RDC à travers ce qu'elles sont en train de faire. Sinon, vous allez tous le découvrir ensemble tout au long de cette émission. Bonjour ma ministère. Bonjour madame, comment vous allez? Ça va très bien et vous? Ben ça va, Dieu nous fait grâce, on est en bonne santé. Voilà, Kinshasa, ça vous arrange? C'est chez moi. Vous êtes chez vous, vous vous sentez à l'aise? C'est chez moi. Avec le climat? C'est chez moi, j'ai grandi ici. Vraiment. Déjà, nous sommes au mois de mars, le mois qui est consacré à la femme. Vous savez, depuis 1977, l'ONU a décrété la journée du 8 mars comme une journée où la femme doit réclamer ses droits. Est-ce que cette journée vous dit quelque chose? Ben oui, en tant que femme, je suis très consciente de toutes les injustices que subit le genre féminin. Et donc, chaque année au 8 mars, ou sinon pendant cette semaine du 8 mars, nous avons toujours des activités pour vulgariser un peu ces droits, pour réveiller nos sœurs, la jeunesse montante, pour leur apprendre que la femme doit prendre sa place et la femme doit arracher sa place s'il le faut. Donc c'est une journée très importante pour nous. Voilà, aujourd'hui il faudra faire la lecture de cette lutte, parce qu'aujourd'hui on comptera 45 ans depuis qu'on a commencé à lutter pour le droit de femmes. Aux États-Unis, au Danemark, Finlande, Nouvelle-Zélande et tout. Est-ce que s'il faudra faire la lecture de cette lutte, qu'allez-vous dire par rapport à la femme congolaise aujourd'hui face à cette lutte? Je pense que nous avançons, et nous avançons bien, et nous avons fait des gros pas depuis quelques années, parce que moi je me souviens dans les temps, quand je grandissais, les femmes en politique, on les comptait à peine. Les femmes au gouvernement, on pouvait à peine le compter. Mais aujourd'hui, nous sommes quand même un grand nombre de femmes. Nous sommes représentées, nous avons des femmes, même handicap, dans le gouvernement. Et donc, je pense que le Congo a fait un grand pas à l'Afrique, des pays comme le Rwanda, qui a 50% d'équité dans son gouvernement. C'est du jamais vu, on n'a pas ça dans la plupart des pays au monde. Le Canada, d'où je viens, a aussi à peu près 50%. Et donc, je pense que cette lutte est en train d'aller assez bien quand même. Ça prend du temps, ça ne devrait même pas être une lutte à cet âge, à cette ère. Mais malheureusement, nous sommes encore dans une société très patriarcale et donc nous continuons à lutter. Nous continuons à lutter, oui, nous continuons à lutter, c'est bien. Mais aujourd'hui aussi, on ne sait pas se voiler la face en tant que femme. Nous le savons qu'une fois que nous regardons la jeunesse féminine congolaise, on s'est dit, est-ce qu'il y a espoir pour le développement demain? Ben oui, moi je pense qu'il ne faut jamais perdre espoir parce que nous avons, quand je regarde le programme Excellencia de la Première Dame, je vois la majorité féminine et c'est la jeunesse. Et ces dames font des grandes choses. Et donc moi je continue à croire. Je sais qu'il y a beaucoup de dépravation des mœurs aujourd'hui avec notre jeunesse. Mais comme je l'ai toujours dit, c'est parce que cette jeunesse n'a pas autre chose à faire. Quand il n'y a pas de programme pour la jeunesse, quand les jeunes ne sont pas occupés à se construire, ben, la rue va prendre raison de cette jeunesse. Et voilà pourquoi nous voyons tout ce que nous avons comme phénomène aujourd'hui à Kinshasa. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons perdre espoir parce qu'il suffit d'un volte-face de 365 pour que l'être humain change. Pour que l'être humain change. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la femme congolaise elle-même, elle est consciente de cette situation? Ben, nous devons renforcer leur conscience, mais je pense qu'il y a une conscience parce que quand nous regardons ces dames dont nous parlons, qui sont aujourd'hui dans la rue, ce n'est pas par choix, c'est par conscience. C'est parce qu'elles doivent mettre peut-être leur petite soeur, leur petit frère à l'école. C'est parce qu'elles doivent être à l'abri du danger. Je pense qu'il y a une certaine conscience de la rue qui les gouverne. Et si ces personnes sont encadrées et mieux encadrées, cette conscience ne fera que fleurir. Moi, je continue à avoir espoir.
Et en parlant de l'encadrement, vous l'avez si bien dit tout à l'heure là, mais si on se mettait quand même à faire aussi une petite analyse sur le système éducationnel de la RDC, qu'allez-vous dire aujourd'hui par rapport à la jeune fille toujours? Par rapport au système éducationnel, je pense que tout est à reprendre. En tout cas, la grande partie à reprendre. Moi, j'ai fait mes études primaires, secondaires ici et je vois mes enfants étudier ailleurs. Et je préfère le système dans lequel se trouvent mes enfants parce que tout ce qui m'a été bourré n'a pas vraiment trop servi. Alors aujourd'hui, ce n'est même pas le niveau que nous avions eu la chance d'avoir à cause de la corruption qui a pris raison de ces systèmes. Et donc, je pense que le gouvernement, je suis confiante que le gouvernement est en train de travailler sur ça. Nous sommes tous certains que ça ne se passe pas très bien. Et donc, cette jeune fille est abandonnée elle-même dans ces systèmes éducationnels. Abandonnée à son triste sort. Exactement, exactement. Et donc, moi, je ne condamne pas le peuple. Non, je condamne le système. Le système. Donc, voilà, fidèles téléspectateurs, nous sommes en train de poursuivre cette émission. C'est vraiment une émission qui instruit beaucoup parce que c'est une émission avec un objectif très bien précis. Donc aujourd'hui, on vous aide, vous qui êtes entrepreneur ou vous qui avez le souci d'entreprendre, de quand même le faire tout en restant dans le norme, tout en respectant le norme. Parce qu'il y a de ceux-là, oui, qui ont le souci d'entreprendre, mais se posent mille et une questions. Par où je dois commencer et comment je dois faire. Et surtout que j'ai des idées, mais je n'ai pas de financement. Mais tout à l'heure, on va le découvrir avec Mamie Esther, parce qu'elle aussi, c'est une femme entrepreneur, comme je l'avais dit au départ. Elle a commencé par zéro pour arriver jusqu'à elle est aujourd'hui. Alors, elle va partager aussi cette petite expérience avec vous qui nous suivez. Alors, Mamie Esther, aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat. Nous le savons très bien. S'il faudra encore faire une petite analyse par rapport à d'autres pays qui évoluent très bien, par rapport à tout ce pays qui émerge aujourd'hui, on va comprendre que l'économie est boostée par les entrepreneurs. Oui. Ce n'est pas le gouvernement qui fait développer l'économie, mais c'est plutôt les entrepreneurs. En grande partie les entrepreneurs, oui. Voilà. Comment ce pays ou soit ces entrepreneurs ont-ils fait pour avancer ou faire avancer l'économie de leur pays? Avec l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a un caractère, un attrait qui est très important, c'est la résilience, la persévérance. C'est très important parce que nous avons des pays difficiles, d'où sortent des entrepreneurs brillants. Nous avons Dangote au Nigeria, ce n'est pas un pays facile, mais c'est un des entrepreneurs fins, comme j'aime l'appeler. Et donc, ça dépend vraiment du caractère entrepreneurial, de l'esprit entrepreneurial que la personne a. C'est vrai que l'environnement joue un rôle. Ça peut soit booster, soit réfréner un peu, mais c'est le caractère, c'est l'essence que la personne a dans son âme, dans son esprit, qui nous pousse à faire des grandes choses. Voilà. Vous-même, en tant qu'entrepreneur, comment définissez-vous l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, pour moi, c'est l'effet de tourner une idée en argent. Tourner une idée en argent. J'aime bien dire ça, quoique ce n'est pas tellement vrai parce qu'il y a l'entrepreneuriat social, mais tout s'arrête toujours, tout tourne toujours au bout de l'argent. Au fait, c'est donner vie à une idée. C'est donner vie à une idée. Mais aussi aider ceux qui n'ont rien à faire ou soit créer de l'emploi aussi pour les autres. Ça c'est une conséquence de l'entrepreneuriat. Voilà. Quand on donne vie à une idée, il y aura donc des personnes qui doivent venir ressusciter l'idée, qui doivent venir faire marcher l'idée. Et donc là, on aura la création de l'emploi. Mais d'abord, l'entrepreneuriat en soi, c'est donner vie à une idée qu'on peut avoir. Donner vie à une idée qu'on peut avoir, c'est de cette manière que Madame Esther définit l'entrepreneuriat. Et comment définissez-vous les succès? Le succès est très personnel et très individuel parce que mon succès à moi n'est pas le succès d'une autre personne. Mais pour moi, si je dois définir les succès par rapport à moi, c'est la sérénité. La sérénité. Le succès pour moi, ce n'est pas en termes de chiffre d'affaires, mais c'est en termes de quiétude. Quand on est en paix dans ce qu'on fait, on a le succès. C'est pourquoi je disais que je ne prendrai pas le risque de définir ça pour tout le monde, parce qu'il y a des gens pour qui le succès n'est que de l'argent. Mais pour moi, ce n'est pas lié à l'argent, c'est lié à la quiétude. C'est lié à la quiétude. Pour les uns, les succès liés à l'argent. Pour d'autres, c'est la popularité qu'on a. Mais pour Madame Esther, les succès est lié à la quiétude. C'est la sérénité. La sérénité. Voilà. Toujours dans le même contexte, tout en restant dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, est-ce que le sol congolais est un meilleur sol pour entreprendre? Meilleur sol, quand on dit meilleur, on est en comparatif, je dirais non. Parce qu'il y a d'autres sols qui sont meilleurs.
Mais je dis, c'est une belle opportunité, oui. Quand nous voyons tous ces Libanais qui viennent chez nous, tous ces Indiens, ben, c'est parce qu'ils ont trouvé quelque chose. Est-ce que c'est les meilleurs? Non. Mais est-ce que pour nous qui sommes Congolais, c'est notre meilleur? Oui. Et est-ce qu'il y a des opportunités ici en entrepreneuriat? Tout plein. Surtout pour les femmes? Oui, pour les femmes. Disons que moi, je trouve que l'entrepreneuriat n'a pas de genre. C'est qu'une femme peut faire, un homme peut aussi faire. Et donc, chacun doit trouver sa niche et s'y mettre, oui. Mais les opportunités, il y en a. Ce n'est pas tout fait, ce n'est pas planifié, ce n'est pas déjà arrangé pour nous. Il faut frayer un chemin et c'est une activité que moi, j'aime faire. J'aime le fait d'être capable de frayer un chemin. Là, il n'y avait pas de chemin. Que direz-vous de toutes ces femmes qui entreprennent aujourd'hui? Plus ce sont de jeunes femmes. Hein. Aujourd'hui, tout le monde veut se lancer seulement dans le commerce de vêtements. Oui. Tout le monde veut aller en Chine, à Dubaï, pour aller payer de vêtements et venir revendre ici. Est-ce que cette manière d'entreprendre, où tout le monde veut emprunter le même chemin, est-ce que c'est une bonne façon de faire les choses? Ben, disons que ce n'est pas un phénomène qui commence maintenant, c'est dans nos habitudes. Parce que moi, je me souviens quand je grandissais, quand quelqu'un commençait à vendre de la bière, toute l'avenue vendait la bière. On ne pouvait pas réaliser, se dire, mais tiens, quand on prend la bière, il faudrait peut-être aussi prendre quelque chose à manger à côté. C'est parce que nous avons une mentalité de suiviste. Et ça n'aide pas parce qu'il faut plutôt créer un écosystème où votre produit peut aller avec mon produit et nous sommes en relation d'affaires parce que vous avez ces produits-là. Et donc, ça demande de la créativité. Est-ce que je pense que toutes les jeunes dames aujourd'hui doivent aller à Dubaï ou en Turquie pour vendre des vêtements? Non. Mais je pense que si nous pouvons diversifier en étant beaucoup plus créatifs, il y a lieu de faire beaucoup d'argent. Il y a lieu de faire beaucoup d'argent, oui, certes. Mais qu'est-ce qui manque à toutes ces femmes aujourd'hui qui se disent, j'ai 2000 $, je préfère aller à Dubaï, j'ai 1000 $, je préfère faire la Chine et tout. Mais est-ce que c'est question de manque d'initiative, manque d'idées, ou bien c'est parce que la personne s'y sent limitée, ou elle s'est dit que voilà, la meilleure façon de faire les choses, c'est tout en copiant l'autre? J'ai parlé de la mentalité des suivistes. C'est que les gens ne veulent pas faire un effort. Les personnes ne veulent pas être créatifs et analyser leurs propres idées, mais nous sommes plutôt d'accord à suivre ce que l'autre fait. C'est ça, c'est un mauvais comportement et ça tue l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas de diversité. On fait la même chose, tout le monde fait la même chose à la même époque. Et ce n'est pas une bonne chose, mais bon, parce que ces gens n'ont peut-être pas une ouverture d'esprit, parce qu'il n'y a peut-être pas cette exposition à autre chose. Et voilà, dès qu'une personne fait quelque chose qui marche, tout le monde suit. Avec un peu plus d'éducation, avec un peu plus d'information, il y a lieu de créer cette curiosité et cette créativité dans les uns comme les autres. Et ça va régler ce problème. Mais on peut aussi dire aujourd'hui que c'est un problème d'orientation avec les entrepreneurs aujourd'hui, étant donné qu'ils n'ont pas suivi de normes et qu'il faut pour mieux entreprendre. Mais est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques étapes principales à suivre pour mieux entreprendre? Alors, je dirais que le phénomène où tout le monde fait la même chose n'est pas tellement lié à l'orientation, c'est juste lié au fait qu'on est suiviste. Par contre, si on doit parler du succès dans l'entrepreneuriat, là, on parlera de l'orientation, on parlera des techniques qu'il faut. Et moi, j'ai toujours dit, avec l'entrepreneuriat, il est d'abord question de bien analyser son idée, de faire des études. On commence par la faisabilité. On commence par se poser la question, quel est le problème que je suis en train de régler? Parce que dans tout projet d'entrepreneuriat, il y a une solution. Dans tout projet d'entrepreneuriat, il y a une solution. Oui, dans tout projet d'entrepreneuriat, c'est trouver une solution. Et souvent, les gens pensent à l'entrepreneuriat comme une méthode, une façon de faire de l'argent. Ce n'est pas seulement ça. L'argent, c'est une conséquence à la solution qu'on amène à un problème. Et le problème doit être saignant, c'est un problème qui doit être fort, afin que quand vous emmenez la solution, vous vous imposez dans le marché avec votre solution. Et donc, ça prend toutes sortes d'études. On commence par faire une étude de faisabilité pour se demander qu'est-ce que j'offre, comment je veux garder les marchés, comment je veux garder mon client, comment je veux évoluer avec mon produit. Quand on a fait tout ce genre de travail, quand on a fait toutes ces études-là, on peut s'élancer. Mais souvent, nous voyons ici, les gens s'élancent sans trop réfléchir en avance, sans trop prévoir, sans aucune prévision financière. Et donc, les personnes se trouvent en train de gérer des crises à tout moment. Et ça, c'est de la mauvaise entrepreneuriat. OK.
Est-ce qu'aujourd'hui, on peut établir une différence entre un entrepreneur et un businessman? Je dirais non, parce que on peut prendre tout projet d'entrepreneur comme business. Comme j'ai dit, il y a de l'entrepreneuriat social qui ne redonne pas nécessairement l'argent, mais c'est un business. Qu'est-ce qu'on appelle business? Affaires, projet. Et donc, moi, je dirais non, je ne ferai pas de différence entre l'entrepreneuriat et les business. Non. Voilà, merci beaucoup. Mais par contre, j'aimerais ajouter quelque chose. Dans l'entrepreneuriat, nous avons deux côtés. Nous avons l'entrepreneuriat externe, qu'on appelle entrepreneuriat, et nous avons aussi l'intrapreneuriat. L'intrapreneuriat, c'est les personnes qui emmènent l'innovation dans une corporation, dans une compagnie. Vous êtes chez Bossolo, dans la politique, vous pouvez être entrepreneur en travaillant chez quelqu'un, en travaillant pour une boîte. Quand vous emmenez une innovation, quand vous emmenez un produit qui n'existait pas, vous avez fait de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement dans les business comme on appellerait, même dans les corporations. Mais moi, je trouve que les corporations, ce sont des affaires. Voilà pourquoi je ne mets pas de différence entre l'entrepreneuriat et les business. Ok, très bien dit. Mais aujourd'hui, vous-même, vous vous retrouvez dans quel cas? Ben, je suis entrepreneur. Je suis ce qu'on appelle... en anglais serial entrepreneur, entrepreneur en série, je pense en français, parce que j'ai tout plein de trucs que j'ai fait. Quand vous avez des choses que vous faites et que vous recommencez, vous avez toujours des idées, vous avez toujours des choses que vous entreprenez, vous êtes serial entrepreneur. Je suis entrepreneur. Vous êtes entrepreneur, oui. Aujourd'hui, Madame Esther est là parmi nous, fidèles téléspectateurs. En tant qu'entrepreneur, elle va vraiment partager cette petite expérience aussi avec nous. Le moment est arrivé où elle va nous parler d'elle, elle va nous parler de son entreprise, elle va nous parler de ce qu'elle fait exactement et nous dire quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées tout au long de son parcours. Parce qu'on ne peut pas devenir héros sans pour autant partir des zéros. Alors, aujourd'hui, Madame Esther évolue dans quoi? Je suis dans plusieurs choses. Je vais commencer par la compagnie que j'ai ici, NTI Consult. Ici, au Congo, nous faisons deux choses. Nous faisons l'immigration. Je suis consultante réglementée en immigration canadienne, c'est-à-dire, on va vulgairement appeler ça avocate d'immigration, quoique ce n'est pas la bonne terminologie. Et je fais aussi les projets. Nous avons un bureau d'études où nous faisons les projets et nous nous spécialisons en trouvant des financements pour les projets. Nous analysons les projets, nous écrivons les projets qui ne sont pas encore écrits et nous les logeons chez les investisseurs. Donc voilà ce que nous faisons ici. Au Canada, à part ça, je suis aussi consultante avec le gouvernement canadien où j'aide les personnes avec leurs idées d'entrepreneuriat. Alors, il y a des branches du gouvernement canadien qui encouragent les jeunes avec l'entrepreneuriat. Et une de ces branches-là encourage les femmes victimes de violences à faire grandir leur esprit entrepreneurial. Et je suis la coach principale. Je prends les femmes dès l'idéation, c'est-à-dire quand elles ont une idée en tête ou même avant de retrouver leurs idées, jusqu'au scale-up, c'est-à-dire jusqu'au moment où elles sont en train d'aller à la deuxième étape de leur projet où la compagnie est assise et doit maintenant grandir. Alors à part ça, nous sommes aussi dans les immobiliers. Nous aidons les personnes au Canada à acquérir des propriétés immobilières. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment le full spectrum. Et à part ça aussi, nous sommes dans les services financiers, nous sommes dans la bourse. Voilà. Nous faisons la bourse, c'est un peu plus technique. Mais comme j'ai dit, serial entrepreneur, nous faisons tout ce que... Moi, je transforme les troubles, si vous voulez, en opportunités. Chaque fois que je trouve un problème, pour moi, c'est une opportunité de créer une entreprise et de faire un projet et de tourner ça en gain. Waouh! Face à un trouble, Madame Esther peut le transformer en opportunité. Alors, qu'allons-nous dire maintenant de la Covid-19 qui nous a mis à terre pendant plus de 2 ans? Quelles sont les opportunités que vous avez trouvées tout au long de cette période de la pandémie à coronavirus? Pendant ces moments de Covid, nous avons fait beaucoup d'argent parce que c'était les moments où nous nous sommes lancés dans la bourse. Et en ce moment-là, nous avions compris que les compagnies pharmaceutiques allaient faire beaucoup d'argent parce qu'il y avait spéculation qu'il y aurait des vaccins, qu'il y aurait des médicaments. Et voilà, nous avons commencé à faire
des investissements boursiers par rapport à cela. Les gens étaient à la maison et ça permettait qu'on travaille sur Internet, sur la bourse. Il y a eu beaucoup de modèles d'affaires que les personnes ont été capables de créer en étant à la maison. Mais nous sommes concentrés sur la bourse pendant ce moment-là de la Covid. Donc, pour dire que la Covid-19 était avantageuse aussi pour vous? Oh oui, pour moi c'était une opportunité, comme j'ai dit. Ça m'a permis de former beaucoup de personnes en bourse. Okay. Ça a permis qu'on crée une compagnie qui enseigne comment faire les placements boursiers. Et donc pour nous c'était intéressant parce que les gens étaient à la maison, les gens s'ennuyaient et on pouvait utiliser des plateformes comme Zoom pour donner des formations à ces gens-là. C'était un moment où on a vraiment poussé avec le coaching en affaires et dans les services financiers parce que l'argent ne dort pas. L'argent ne dort tourne pas. à tout moment. L'argent ne dort pas, l'argent tourne en tout moment. En tout cas, fidèles téléspectateurs, c'est une grande motivation. Donc, vous qui rêvez, vous qui dormez encore, dites-vous que l'argent ne dort pas, l'argent tourne. Pendant que toi, tu dors, l'argent circule encore. Oui, c'est bien, avec tout ce que vous faites en tant que femme, ça motive. Parce que dans le domaine auquel vous vous retrouvez aujourd'hui, on ne sait pas si vous allez la face, c'est un domaine plus connu par les hommes. Hein. Ce sont plus les hommes qui s'y donnent vraiment, mais c'est rare de voir une femme s'y donner dans de tels domaines. Alors, d'où est venue cette motivation? Ben moi, depuis que je suis née, je pense, je n'ai jamais vraiment trouvé une différence mentale entre un homme et une femme. Sinon, j'ai toujours pensé que la femme était plus forte mentalement. Et mon motto a toujours été que si quelqu'un peut faire quelque chose, je peux le faire. Du moment qu'il n'y a pas de cornes, il n'y a pas de queue, je le fais. Wow. Alors, j'ai été à l'école avec des garçons, j'ai toujours été première de ma classe. Hein. Mes amis qui sont là, ils savent. Et donc, voilà, je me trouve pas... je me définis pas comme femme quand on pense qu'une femme, c'est un sexe faible, non. Moi, je suis un être humain avec des capacités et j'ai la grâce d'être du genre féminin. Et donc, c'est vrai qu'il y a très peu de femmes dans ce que nous faisons. Et ça, c'est ma motivation de tout le jour parce que je me dis que nous devons devenir ce modèle pour les femmes. Nous devons créer cette référence qui n'existe pas. J'ai 4 filles et je suis en train de faire mon doctorat. Je n'en ai pas besoin, je n'ai pas besoin de faire un doctorat. Mais je me dis, quand la jeune fille congolaise regarde devant elle, qui l'inspire. Quand la jeune fille qui veut devenir professeure d'université en entrepreneuriat, regarde qui est-ce qu'on voit devant. Et donc, ça me pousse à aller le plus loin possible. Et je sais que je n'arrêterai pas. Je n'ai jamais arrêté d'étudier. J'ai plus de 10 diplômes universitaires. Et je veux que mes filles puissent savoir qu'on peut continuer à aller aussi loin qu'on veut, même quand on a des enfants. Et avec mes filles, le reste du monde peut voir qu'une femme africaine qui est née au Congo, qui a grandi au Congo, peut percer dans un monde comme le Canada sans lâcher, sans se mettre dans tout ce qui n'est pas correct, en allant vraiment droit dans ce qu'on veut faire. On veut créer cette référence pour la jeune fille. Voilà pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Waouh! Donc cette motivation est venue de très loin. Ben oui. Et je dirais que c'est vraiment une motivation puisée de l'intérieur. Donc ça provenait de vous-même. Il y a une technique que nous faisons quand nous faisons un coaching. Quand on veut savoir si un projet marchera, on demande pourquoi on le fait. Et quand vous posez la question pourquoi cette fois, pourquoi vous êtes là et pourquoi vous êtes... Quand vous continuez avec cette question-là, vous trouvez la vraie raison. Et quand la vraie raison vient de l'âme, vous savez que ce projet marchera. Mais si la vraie raison vient de la poche, ça va s'arrêter à un moment. C'est une expérience intéressante que vous venez de partager. Vous savez, moi-même, je dirais que j'ai encore appris. Hein. Ouais. Donc voilà, donc, il faudra se poser plus de 7 fois la question pourquoi. C'est alors qu'on comprendra. Chaque fois, supposons que je pose la question pourquoi vous êtes à Bosso en politique. C'est parce que je dois avoir un salaire. Pourquoi vous devez avoir un salaire? C'est parce que je dois nourrir mon enfant. Pourquoi vous devez nourrir votre enfant? C'est parce qu'il doit être en bonne santé. Pourquoi? Sinon, mon enfant sera exposé. Pourquoi? Et quand on arrive à la dernière question où on ne sait plus répondre, et si cette réponse vient de l'âme de la personne et non de la poche et non d'un besoin temporaire, là, nous savons que le projet va marcher. Parce que la raison restera toujours là et vous n'allez pas vous arrêter jusqu'à ce que... Je m'excuse, jusqu'à ce que vous puissiez trouver vos solutions. Donc, c'est très important de connaître son why. En anglais, on appelle ça son why.
En français, on dirait son pourquoi. Son pourquoi. C'est très important. Et la plupart des gens qui se lancent en entrepreneuriat se lancent sans avoir une raison. C'est parce que, tiens, mais attends, Mado a fait ça. Mado a eu un copain qui l'emmène à Dubaï. Le suivisme. Le suivisme, je veux faire pareil. Voilà pourquoi vous allez vous lancer. Et puis 2 mois après, vous n'avez plus aucune motivation. Mais quand vous avez une raison poignante, cette raison n'arrête pas. Ça vous réveille le matin. Ça vous permet de continuer à faire ce que vous faites. Voilà, je venais de dire tout à l'heure ici que avant de devenir héros, il faudra commencer par zéro. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées tout au long de votre parcours? Parce qu'on ne me dira pas que ça a été facile. Les Français disent il n'y a pas de rose sans épines. Alors les difficultés, si je dois en parler, on va passer des soirées, des journées ici. Je vais être très brève. D'abord, moi, j'ai toujours commencé des choses, donc j'ai toujours eu à percer. J'aime le terme en Chiluba, je pense que c'est Pandangela. J'aime quand je perce, et ça a toujours été très difficile. D'abord, je me retrouve, je suis née ici au Congo, je termine l'école secondaire, je vais en Afrique du Sud. Dans un pays où on parle anglais, et moi je ne parlais pas trop l'anglais, et je dois faire l'université. Ça, c'était déjà la première difficulté, parce que les études, c'est un projet. Et donc, je m'efforce, je suis focus, je suis très disciplinée. Je pense qu'un de mes secrets, c'est vraiment la discipline. La discipline. Oui, quand je me donne des choses que je dois faire, quand je fais ma liste de choses à faire, je ne dors pas sans les terminer. Donc, je termine et j'ai fait mon premier diplôme universitaire, c'est un diplôme ingénieur en alimentation. Donc, je développe en ce moment-là un produit que j'appelle Tonganzoto. C'était... Ça me fait rire parce que ça fait très longtemps, ça remonte à très longtemps. C'était une bouillie fortifiée. À l'époque, en Afrique du Sud, il y avait beaucoup de cas de HIV, donc de HIV. Et le gouvernement a demandé aux ingénieurs, aux scientifiques, de développer un produit qui allait aider ces personnes à rester fortes et à ne pas succomber dans le sida. Et donc, moi, j'ai développé ce produit qui était fortifié et le produit a été vendu partout en Afrique du Sud. J'avais gagné le prix du meilleur produit à l'époque et je me suis dit, je vais le faire pour le Congo aussi. Et donc, je suis rentrée dans la production et c'est là que j'ai compris que, oh my God, la production, ça demandait beaucoup plus. Il fallait avoir une usine, j'ai pu avoir une usine, il fallait avoir des matières premières, il fallait avoir un financement, mais que j'ai souffert pour avoir un financement. J'ai fait ça pendant 2-3 ans avec mes petits moyens. Et puis après, j'avais tellement de commandes très larges et je n'avais pas d'argent pour faire ces commandes-là que j'ai dû abandonner, j'ai dû laisser. Alors ça m'a mis dans une dépression. Je me disais, my God, ça marchait bien, j'ai eu un succès et maintenant je dois faire autre chose. Donc je suis rentrée dans l'emploi pendant 2-3 ans. Et puis après, j'ai décidé, non, je suis entrepreneur, je dois faire des choses pour moi-même, je dois créer autre chose. Et là, j'ai décidé d'aller dans les services. Donc, je suis allée de la production au service. Et dans les services, je ne produis rien, je vends mon intelligence, j'emmène des solutions. Et donc, j'ai commencé à livrer les produits chimiques, j'ai commencé à livrer des trucs ici et là. J'ai monté mon entreprise. Là, je suis allée étudier l'entrepreneuriat au niveau des masters avec l'université VEUT. J'ai fait l'entrepreneuriat et la création de nouveaux marchés. Ça m'a beaucoup aidé parce que là, j'ai su comment créer un marché de nulle part, de rien. Et donc, je commençais à faire la consultance. Et aller au Canada, j'ai continué. Donc, les difficultés que j'ai eues, en général, c'était les financements. Les financements. C'était, pour moi, au début, c'était les financements. Et aujourd'hui, dans un pays comme le Canada, les financements n'est pas un problème. Donc, ça, c'était vraiment lié à l'environnement. Voilà, étant donné que vous êtes femme, aujourd'hui, nous le savons très bien, que lorsqu'une femme veut peut-être sortir sa tête quelque part, ou soit veut entreprendre, mais lorsqu'elle est butée à ce problème de financement, elle s'élance dans n'importe quoi, elle s'est fait quoi que ce soit. Mais vous, en tant que femme aujourd'hui, parce que nous sommes en train aussi de parler de la femme, mais face à ces difficultés financières, comment vous avez fait pour vous en sortir? La femme a des difficultés énormes, que ce soit en emploi, en entrepreneuriat, en politique. Et quand vous êtes une belle femme, les difficultés se multiplient par... parce que tout le monde vous trouve comme un morceau de viande. Tout le monde pense que ce n'est qu'un joli visage, il n'y a pas d'intelligence derrière. Et ça a été un combat de tous les jours. Je suis en politique, ça reste un combat de tous les jours. Mais moi, je pense que quand on a des principes et qu'on se fait respecter, on perce 7 fois plus dur qu'un homme.
Parce qu'un homme, personne ne l'envie, personne n'en veut. On regarde l'homme par rapport à son cerveau, mais la femme, on la regarde par rapport à autre chose. Et ça, c'est un problème sérieux. C'est un problème sérieux. Et j'ai dit à la jeune femme, il faut avoir des valeurs, il faut avoir des principes, et il faut continuer. Moi, j'ai raté beaucoup d'opportunités parce que j'ai dit non à certaines choses. J'ai dit aux personnes, je suis ici à cause de mon intelligence, pas à cause de mes beaux yeux. Ok. Et donc, on va écouter ce que mon intelligence dit, pas ce que mes lèvres disent. Et donc, il faut me respecter. On se fait respecter. Mais pour une femme, c'est très, très, très difficile. Quand on est une belle femme, c'est encore beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Les femmes, moi, j'émerge assez rapidement parce que, bon, il n'y a pas trop d'intérêt. Ça, c'est une blague. Hein. Voilà, très bien dit. Sinon, alors aujourd'hui, la grande question qui nous est posée, parce que nous sommes en train de chuter déjà, la grande question qui nous est posée est de savoir quel est l'apport de la femme pour le développement de la RDC. Oui, on a plus de 10 millions d'habitants. La RDC, pardon, regorge plus de 90 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, la femme a une plus grande représentativité. Quel est l'apport de la femme pour faire booster l'économie de la RDC? La femme est au centre de l'économie de la RDC. La femme est au centre parce que d'abord, c'est la femme qui donne la force à l'homme. Je l'ai dit l'autre fois, tout homme se repose sur une femme. Tout homme. C'est pourquoi l'homme naît de la femme. Et donc déjà, même quand la femme n'est pas dehors en train de créer, elle est à l'intérieur en train de soutenir. Et ça, c'est un poste important. Ce n'est pas un poste à négliger. Et à part ça, la femme dans l'entrepreneuriat a un rôle énorme à jouer parce qu'elle doit prendre sa place comme l'homme. Et nous sommes majoritaires. Et donc, si nous devons seulement aller avec le nombre, nous allons voir que si toutes les femmes se levaient et si chacune d'elles faisait quelque chose pour créer, pour changer les opportunités, pour créer, nous allons changer ce pays. La femme a un rôle à jouer, la femme a une place à prendre. La femme a un grand rôle à jouer en RDC, la femme a une place à prendre, oui c'est bien, mais plusieurs mots ont été dits à l'égard de la femme. Il y a de ceux-là qui disent « moi c'est Tonga Kambokate », d'autres disent la femme est la 7e bête après le crapaud. Pour certains, la femme est l'être la plus faible. Comment analysez-vous tout ça? Non, moi je crois que la femme, j'aime comment vous appelez la femme, l'être du 8e jour. Du 8e jour, la créature du 8e jour. Je pense que la femme, c'est la correction de l'homme. Ok. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a dit, il n'est pas bon que l'homme reste seul. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? C'est pas moi qui ai écrit ça. Hein. Ça ne vient pas de moi, ça vient du Créateur. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. On va lui créer une aide semblable. C'est-à-dire que la femme a été créée comme l'homme, mais comme elle vient aider l'homme, elle a été dotée d'autres atouts que l'homme n'a pas. La femme est capable de créer une vie en elle, de donner une vie, de nourrir cette vie, de protéger cette vie. La femme n'est pas ton amie. Wow. La femme n'est pas ton amie. La femme n'est pas ta camarade. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que la femme n'est pas un être faible. Non. Faible comme on le pense. Non, la femme est plutôt un être tellement fort que Dieu, pour balancer les choses, le Créateur nous a demandé à nous de nous soumettre. Parce que nous sommes tellement fortes que nous avons besoin d'une autorité. Voilà pourquoi l'homme est le chef de la femme. L'homme est le chef parce que la femme doit se soumettre. C'est comme en entrepreneuriat. Quand on est un bon entrepreneur, on engage les personnes qui ont étudié plus que elle. On engage les spécialistes pour bien faire les choses. On engage des personnes qui peuvent bien mener nos projets. Nous sommes patrons, c'est nous les chefs, mais nous engageons un professeur parce qu'il s'y connaît très bien. Et Dieu a très bien fait les choses pour balancer. La femme et l'homme se complètent dans le mariage, là juste dans le cadre du mariage, mais la femme est un être très fort. Moi j'ai toujours dit, on le voit, la Bible dit, est-ce que la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Il faudra donner un seul jour les mots d'enfantement à un homme. Ça va devenir fou. Ah, là je pense que vous me rejoignez parce que j'ai toujours dit ça. Les hommes disent, ouais, la femme est un être faible, mais après je demande à l'homme de faire un tour à la maternité, ne serait-ce qu'une nuit, et on verra ce que ça va donner. Sinon, maman Esther, merci beaucoup. Ben, c'était mon plaisir. Vraiment. Alors, un mot de la fin, un conseil à toutes les femmes aujourd'hui qui rêvent d'entreprendre. Parce que je sais qu'après vous avoir suivi, il y aura d'autres femmes qui rêveront aussi de devenir comme vous. Il y a d'autres même qui chercheront aussi à exceller même plus que vous. Parce que vous avez dit aujourd'hui, si vous créez votre entreprise ou en tant qu'entrepreneur, cherchez à travailler plutôt avec des personnes qui sont encore plus expérimentées ou plus intelligentes que vous. Et voilà, ça fera avancer les choses. Oui, aujourd'hui, vous, en tant que spécialiste aussi, entrepreneur du domaine, qu'est-ce que vous pouvez dire à toutes ces femmes qui vous suivent en ce mois de mars?
D'abord, aux femmes, je veux dire, ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas. En anglais, on dit never quit. Quit, c'est quoi? Je pense que c'est abandonner. Voilà, n'abandonnez jamais. À la jeune fille, je veux dire, respecte-toi. Et quand tu te respectes, tu inspires l'autre à te respecter et aime-toi. Quand tu t'aimes, tu n'acceptes pas tout. Quand on apprend à s'aimer, quand on comprend qu'on est une personne, on a droit à la parole, on a droit à la vie et qu'on s'aime, on aura l'excellence en soi. Et donc, dans tout ce qu'on fait, nous devons apporter l'excellence. La femme doit faire la différence dans son travail. Moi, quand je vois une femme paresseuse ou une femme négligente, je me dis, mais ça, c'est pas normal. Une femme ne peut pas être paresseuse. Quand Dieu nous a confié le devoir de porter une grossesse, on ne peut pas être paresseux avec ça, on ne peut pas être négligent avec ça. Donc à la femme, je veux dire, va le plus loin possible, que rien ne t'arrête, tu peux faire tout ce que tu veux, tu peux faire ce que l'homme ne peut pas faire, tu peux aller le plus loin possible, et donc ne t'arrête pas, mais n'oublie pas, l'homme reste le chef. Et ça, c'est dans le cadre de la famille. Voilà, aujourd'hui, si quelqu'un veut vous rencontrer, quelqu'un veut entrer en contact avec vous, question de partager aussi cette expérience avec elle. Qu'est-ce que cette personne doit faire? Par où elle doit commencer? Je vais donner mon numéro de téléphone. Pour des projets d'entrepreneuriat, il faudra m'écrire, ne m'appelez pas parce que mon téléphone n'arrête jamais de sonner et je suis très souvent en réunion. Je suis au +1 647 852 29 12. Alors avant de terminer, je vais quand même lancer un appel. J'ai un projet, un rêve, c'est de créer un centre d'entrepreneuriat et d'innovation ici en RDC. Et ici, là, je vais parler vraiment à nos dirigeants, je vais parler à la première dame, je vais parler au gouvernement, aux gens qui veulent voir le changement. Nous devons aider ces pays à travers l'entrepreneuriat. Le secteur privé, c'est le secteur qui booste l'économie le plus. Et nous avons ces femmes, nous avons ces personnes qui sont déjà dans l'entrepreneuriat, nos femmes qui vendent les légumes, nos femmes qui vendent les pains, les mamans maraîchères, nous avons besoin de les encadrer. Moi, c'est cette couche de la population qui est la couche la plus importante qui m'intéresse. J'aimerais être capable d'aider ces personnes à avoir des affaires plus fortes, à devenir plus grandes dans leur idée entrepreneuriale, dans leurs affaires. Et donc, on a besoin que le gouvernement, c'est un projet social, que le gouvernement vienne s'y mettre avec nous. Et j'ai toujours dit, si le gouvernement ne vient pas, on le fera seul, mais on le fera petit parce que nous ne sommes qu'une seule personne. Mais ensemble, avec des groupes du gouvernement ou de la première dame ou quoi, on peut faire beaucoup. Donc voilà, c'est un rêve que j'ai. C'est vraiment pour cette couche-là où nous voulons éduquer ces personnes vers l'entrepreneuriat, vers le leadership, l'innovation, afin d'avoir une économie beaucoup plus forte. Voilà, merci beaucoup, mais je pense qu'il fallait reprendre, à repasser le numéro, ça sera important. Alors, c'est les +1 647 8529 647 852 29 12. Voilà. Avec le +1 pour le Canada. Voilà, sinon merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs, merci à vous d'être aussi branchés pour nous suivre, merci en tout cas à maman Esther qui est cette brave dame que moi j'encourage et j'ai dit merci, continuez comme ça, allez de l'avant, vous êtes un modèle, pourquoi ne pas dire que vous serez demain ou après-demain le repère aussi pour plusieurs personnes, non seulement pour les femmes mais aussi pour les hommes parce que ce genre de motivation, ce genre de courage, ce genre de force en tout cas, moi je pense que ça motive beaucoup et ça donne envie de devenir encore plus grand. Sinon, merci de partager ces moments importants avec nous. C'est pour nous, c'est un plaisir, on est là pour aider et on veut voir la femme congolaise, on veut la mettre sur le map comme j'ai toujours dit. Moi, je travaille vraiment fort pour que le monde reconnaisse cette femme comme une femme spéciale parce qu'elle est une femme spéciale. Voilà, merci beaucoup. Sinon, bonne fête de femmes à toutes les femmes du monde et surtout bon mois de mars. Femmes, levez-vous, réveillez-vous, prenez conscience et ayez en main votre avenir. Au revoir.